Notre projet Science Saturne. Pour ceux qui n'ont pas participé aux conférences précédentes, je vous rappelle que c'est un projet que nous avons mis en place dans l'ensemble de l'établissement et en particulier dans les classes. En fait, c'est un projet qui touche l'ensemble des élèves qui ont l'occasion de travailler sur l'astronomie, sur les projets spatiaux divers et variés, de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous avons donc organisé des conférences à destination des élèves et des parents, voilà, sur le thème donc de l'astronomie. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de l'université de Belleval. Dans ce cadre-là, je vais laisser la parole à M. Titchart, qui va vous présenter justement ce projet-là. Et voilà, ce qui nous a permis d'ouvrir un certain nombre de portes et puis de découvrir un certain nombre d'intervenants également qui apportent beaucoup à notre culture sur le sujet. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Marguerite. Oui, je m'appelle Eric Chirac, je suis prof à l'Université du Luxembourg depuis longtemps, depuis sa création, j'ai été engagé pour ça. L'objet de ces conférences, en fait, est le suivant, c'est que entre Science Saturne et puis une université européenne qui est financée par le programme Erasmus+, de la Commission européenne, à peu près à hauteur de 10 millions, on a une focalisation sur tout ce qui est espace, avec une excellente collaboration des grandes institutions à Luxembourg et des opérateurs. Je vois qu'il y a des gens de la LSA qui sont là, je vois qu'il y a des ex-SES qui sont là aussi, ou à la fois LSA ou SES, ça dépend. Et puis je voulais remercier surtout Denis Bousquet. Alors Denis Bousquet, il a une position un peu spéciale parce que déjà il fait un métier qui n'est pas ordinaire. Je ne savais pas que ça existait en fait. On a un advisory board au sein d'Universé et ma sœur travaille chez un grand assureur dont on va connaître tout de suite le nom, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Elle travaille dans l'histoire de directeur procurement où je ne comprends rien du tout. Et je lui ai dit, écoute, essaie de me trouver quelqu'un qui soit original et qui connaisse l'espace d'une autre façon. Et elle m'a répondu, oui, mais nous, on est un assureur. J'ai dit, justement. Et parce que je lui ai dit, moi, je pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui doit payer quand ça crache. Et ça a duré quand même quelques semaines. Elle a dû chercher assez longtemps pour finalement nous amener vers une entité qui s'appelle AXA XL. Et je sais que je l'ai un petit peu poussé pour contacter AXA XL et je voudrais faire remarquer qu'on a eu extrêmement de chance d'avoir le contact de Denis Bousquet. Il est extrêmement positif dans l'advisory board d'Universé. Je voulais le remercier 10 fois de venir ce soir. La gare de l'Est a moitié cramé, enfin moitié brûlée à Paris. Il y a une histoire de passage à niveau qui a dû être mangée par des chèvres entre Thionville et Luxembourg. Il fait pas beau. On a un live streaming qui devait pas marcher mais qui fonctionne. On a une conférence très spéciale où il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que à peu près des professionnels qui sont là. Les autres sont bien au chaud pendant le live stream en train de regarder. Toute proportion gardée, le live stream, c'est entre 500 et 800 vues par vidéo, donc c'est plutôt satisfaisant, je voulais quand même vous le dire. Et puis, un grand merci. Alors, Denis Bousquet, c'est un pur produit méritocratie française en termes de progression, Mathsup, Mathsp, Télécom Paris, plus une carrière à la fois dans les industriels de type Thales et puis ensuite carrière d'assurance chez AXA XL. Merci encore d'être venu et j'espère qu'on pourra passer un bon moment. Merci. Merci Eric. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'assurance des objets spatiaux. Je crois qu'avant, vous avez eu quelques conférences plutôt avec des astronautes, plutôt avec des sujets scientifiques. Alors là, on va s'orienter plutôt sur l'utilisation commerciale de l'espace. Mais vous verrez lors de la présentation qu'il y a quand même des liens avec le monde scientifique. Donc je vais vous parler des biens à assurer, pour qu'on soit clair sur ce que nous, assureurs, on assure, le fonctionnement de l'assurance spatiale et son marché. Ensuite, on fera un focus sur l'analyse du risque de panne des satellites et l'analyse des risques environnementaux, parce qu'il y a des risques environnementaux dans l'espace, il n'y en a pas que sur Terre. Pour finir par les dernières tendances de l'industrie qui ont un impact forcément pour le métier d'assureur. Donc je voulais commencer pour faire un lien entre mon métier et les compétences nécessaires qui sont, par exemple, étudiées dans les lycées ou dans les universités. Donc on verra lors de ma conférence qu'on a besoin pour le métier d'assurance spatiale de connaître la physique, plus largement la science de l'ingénieur, les mathématiques, le droit,
le commercial ou la vente et le marketing. Et on verra tout au fil de cette conférence qu'il y a d'autres compétences dont on a besoin. Et donc je reviendrai à la fin sur ce slide pour faire la synthèse de ce qu'il faut pour être assureur, même si je ne suis pas en train de vous demander de passer un entretien d'embauche pour être assureur. Donc les biens assurés. Donc le business du spatial, les technologies spatiales sont utilisées pour différents domaines. Les principaux, il y en a 4. Donc les télécommunications, donc un satellite, ça sert facilement à faire de la diffusion télé, ça sert de plus en plus à faire de l'accès Internet, soit de l'accès Internet en relais en redondance par rapport au câble sous-marin, soit de l'accès Internet directement vers des particuliers ou vers des réseaux d'entreprise. Ça sert pour faire de l'observation de la Terre. Alors, soit on se met loin pour avoir des cartes météorologiques, soit on se met près pour faire des études sur l'agriculture, avoir des images pour des soucis de défense ou faire de la cartographie. On a des satellites qui servent à la navigation. Donc, si on a 3 ou 4 satellites qui envoient une référence temporelle par triangulation, on peut savoir exactement où on est sur le globe terrestre. Il y a des satellites scientifiques qui regardent la Terre ou qui regardent l'espace, qui sont aussi potentiellement assurés. Donc tout ce business va avoir différentes missions, et chaque mission va avoir besoin d'une orbite très spécifique. Alors là, je vous présente les 3 types d'orbites principales, parce que je vais en parler plusieurs fois lors de cette présentation. Il y a l'orbite géo, pour l'orbite géostationnaire, qui est la plus connue. Les satellites tournent à la même vitesse que la Terre. C'est-à-dire que quand on est un utilisateur sur la Terre et qu'on regarde dans le ciel, le satellite, il est fixe, quelle que soit l'heure de la journée. Donc l'antenne, pour pointer vers le satellite, est fixe. Pour atteindre cette orbite qui est environ à 36 000 km d'altitude, parfois, et même de plus en plus souvent, les lanceurs vont laisser le satellite sur une orbite de transfert, qui s'appelle Geostationary Transfer Orbit. Et ensuite, c'est le satellite, par ses propres moyens de propulsion, qui va circulariser son orbite pour atteindre l'orbite géostationnaire. Donc pour aller en orbite géo, on va utiliser des lanceurs lourds qui sont capables d'envoyer plusieurs tonnes en GTO ou directement en géo. Ensuite, on peut utiliser ces lanceurs pour envoyer encore plus de masse, jusqu'à 20 tonnes, en orbite basse. On a l'orbite MEO, pour orbite moyenne, qui est plutôt utilisée pour les satellites de navigation. Et on a l'orbite basse, Low Earth Orbit, LEO, qui est entre 400 et 2000 km, et qui a la particularité à cette orbite, les satellites sont défilants, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais fixes autour d'un point fixe de la Terre. C'est très pratique quand on veut cartographier tous les points du globe. Par contre, c'est plus compliqué quand on veut faire des télécommunications. Donc si on veut faire des télécommunications, par exemple de la téléphonie ou de l'Internet, vu qu'on n'est pas toujours en visibilité du satellite, on a besoin de plus de satellites. Donc on va faire une constellation de satellites qui vont permettre de relayer le signal de télécommunication du point A au point B, de celui qui appelle vers celui qui reçoit l'appel. Pour l'orbite LEO, on utilise des lanceurs différents qui vont être plus petits, qui vont avoir des capacités d'import plus petites, de l'ordre de 1 à 1,5 tonnes, et qui sont aussi beaucoup moins chers. Alors les lanceurs, il faut savoir que quand on assure un bien, nous on va assurer le satellite, mais on assure le satellite y compris en cas de problème avec le lanceur. Si on met de côté la fusée Falcon 9 qui est réutilisable, toutes les autres fusées ne sont pas réutilisables. Ce qui veut dire que la fusée, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, elle est perdue. Donc en fait, on n'assure pas la fusée, parce qu'elle est perdue de toute façon. Par contre, on assure le satellite qui est à l'intérieur, y compris pour les problèmes qui seraient liés à la fusée. Donc en termes d'analyse de risque, on s'intéresse à la probabilité d'échec d'une fusée, mais on ne va jamais indemniser le fabricant de la fusée. Donc les lanceurs, il y a différentes technologies de propulsion. Les plus connues sont des propulsions à poudre ou des propulsions solides. Il y a, tous les lanceurs ont plusieurs étages avec des séparations. Une fois qu'un étage est vide, on se libère de cet étage pour alléger le lanceur, pour optimiser sa mission. Et chaque lanceur va être optimisé en fonction de son profil de mission. Alors les lanceurs sont en général quasi identiques d'un tir à l'autre. Ça c'est très important parce que pour les satellites, ce n'est pas du tout le cas. Le satellite va être optimisé en fonction de la mission que le satellite doit faire. Donc sur un satellite, on distingue la charge utile, qui va être en charge de faire la mission du satellite, et la plateforme qui va fournir un service à la charge utile. Donc si on prend les deux plus grands types de charges utiles, les charges utiles de télécommunication, donc on a des canaux avec des amplificateurs, donc on a des signaux qui sont reçus par une antenne, on va changer la fréquence, on va filtrer ce signal, on va le répartir entre différents canaux qui vont être chacun amplifiés.
on va les recombiner, on va les renvoyer avec une antenne en direction du sol. Ça, c'est le principe d'une charge utile de télécommunication. Pour les charges utiles d'observation, on va utiliser des caméras qui prennent des photos ou alors des radars. Là, c'est le satellite qui envoie un signal et par analyse de l'écho, on peut arriver à reconstruire une carte du point visé. Alors, toute cette charge utile, c'est basé sur des équipements électroniques qui ont besoin de certains services. Ils ont besoin de puissance. Donc, la puissance, dans l'espace, c'est la puissance électrique. Donc, on a des panneaux solaires sur les satellites et la plateforme va réguler cette puissance électrique, potentiellement la stocker dans des batteries, pour la fournir à la charge utile. On a un sous-système de propulsion qui permet au satellite de se maintenir sur son orbite et qui permet aussi, pour les satellites qui vont en orbite géo, de passer de cette fameuse orbite GTO à l'orbite géo. On a un système de contrôle d'attitude sur base de senseurs pour que le satellite sache où il est. Donc il prend des repères par rapport au Soleil, un senseur solaire, par rapport à la Terre, par rapport aux étoiles, pour savoir où il est. Et ensuite, on utilise des systèmes de roue à inertie pour que le satellite reste toujours pointé vers la direction vers laquelle on veut qu'il pointe. Ensuite, on a le contrôle thermique, parce que tous ces équipements électroniques, ils consomment de la puissance, mais ils n'ont pas une efficacité de 100%. Donc, ils vont dissiper de la puissance. Pour dissiper de la puissance dans l'espace, vu qu'il n'y a pas d'air, on va utiliser un rayonnement. Donc, on prend de la puissance à travers des caléoducs depuis les amplificateurs qui dissipent de la puissance, et on va l'envoyer vers des surfaces rayonnantes qui vont rayonner la puissance dans l'espace. Et enfin, le satellite, il n'est pas tout seul dans l'espace. On va communiquer avec lui. Donc on va envoyer des télécommandes depuis le sol pour commander le satellite, et le satellite, en retour, va nous envoyer des télémesures pour nous donner des informations sur son état de santé. Et ça, on verra que c'est important pour les assureurs. Donc, les phases de vie de satellite, il faut savoir qu'un satellite, il est assuré dès le début de la construction du satellite. Donc, pendant la première phase d'assemblage, intégration et test, qui peut durer entre 1 et 4 ans, il faut savoir que là-dedans, les tests peuvent durer déjà 1 à 2 ans, on va assurer le satellite dans l'assurance qui nous permet d'assurer les usines de tous nos grands clients, et c'est l'assurance qu'on appelle dommage. Ensuite, une fois que le satellite sort de son usine et est installé sur le premier moyen de transport, pour aller sur le pas de tir, où il va subir quelques tests de vérification, le remplissage de ses réservoirs, jusqu'à l'allumage des moteurs de la fusée. Ça, c'est une assurance transport qu'on va assurer, même si le transport se fait par avion, qu'on assure dans la branche marine. Parce que chez les assureurs, chez les grands assureurs, tout ce qui est transporté s'assure dans la branche marine. Ensuite, l'instant du décollage, un instant important, parce qu'on va avoir à la fois le transfert de propriété du satellite depuis le fabricant du satellite vers l'opérateur du satellite, qui est le propriétaire final. Et l'assurance va suivre ce schéma, c'est-à-dire qu'on va avoir un transfert d'assurance entre l'assurance donc marine et l'assurance spatiale. On va rentrer dans ce domaine où l'assurance spatiale va assurer le satellite, le bien, et on va avoir une partie dont je reparlerai, qui est l'assurance de responsabilité, qui est aussi une branche de l'assurance spatiale qui est plutôt mis chez les assureurs dans l'assurance aviation. Donc une fois qu'on a le lancement, enfin l'allumage des moteurs de manière irréversible, on a le lancement qui peut être assuré, et ensuite le satellite va être séparé dans l'espace. Il va avoir des opérations initiales qui sont relativement risquées. On va avoir ces fameuses opérations de propulsion pour changer d'orbite. On va déployer les panneaux solaires, on va déployer des antennes, on va allumer un à un tous les équipements électroniques pour vérifier qu'ils fonctionnent. Une fois que toutes ces opérations initiales sont faites, là on va pouvoir commencer les opérations commerciales. Et donc l'assurance va couvrir le satellite par différentes périodes de 12 mois jusqu'à la fin de vie du satellite. Alors, un exemple de sinistre, donc ce qu'on appelle un sinistre, c'est une anomalie suffisamment importante pour qu'il y ait une indemnité de la part de l'assureur. Soit une perte totale du satellite, le satellite est complètement perdu et on va rembourser la totalité du satellite, soit une perte partielle, où on va rembourser uniquement la partie du satellite qui est perdue. Quand on est encore au sol, on peut même rembourser la réparation du satellite. Une fois qu'on est dans l'espace, c'est plus difficile. Donc, en phase de fabrication, on peut avoir des exemples de sinistres où on a mal accroché le satellite tombe. Bon, ça coûte relativement cher assez vite. En phase de pré-lancement, pendant qu'on remplit soit la fusée, soit le satellite, il y a un risque d'explosion. Ça peut arriver et en général, ça ne se passe pas bien. Après le lancement, donc on peut avoir l'explosion de la fusée. On a des jolies images d'explosion de fusée. Jolies pour vous, mais pas pour nous. Et après séparation,
on peut avoir des anomalies des satellites, donc une fuite d'ergold. Donc l'ergold, c'est le carburant des satellites. On peut avoir un non-déploiement de panneaux solaires ou d'antennes, ou une panne de composants électroniques. Alors pour toutes ces anomalies qui sont très graves pour les satellites, on n'a pas d'image. Donc on va se fier justement à ces fameuses télémesures que le satellite nous envoie, ou au défaut de télémesures. Alors le marché du spatial. Juste deux graphes sur le marché du spatial. Ici, vous avez l'historique du nombre de lancements au cours des 20 dernières années, en séparant avec les deux couleurs, le bleu et l'orange, les différentes orbites, en prenant le GEO et le LEO, qui sont les deux orbites les plus intéressantes pour les assureurs. Donc vous voyez que le nombre de lancements en orbite GEO est relativement stable depuis 20 ans. Alors qu'en orbite LEO, on voit qu'il y a quand même une progression lente mais constante du nombre de lancements de fusées. C'est un petit peu différent quand on parle du nombre de satellites lancés. Pourquoi? Parce qu'un lanceur peut lancer plusieurs satellites en même temps. On sait tous qu'une fusée Ariane 5, ça avait l'habitude de lancer 2 satellites à la fois. Aujourd'hui, quand on lance des petits satellites, dont on reparlera aussi, une fusée Falcon 9, début janvier, a lancé 114 satellites d'un coup. Donc si on compte le nombre de satellites lancés, on voit ici qu'on a une croissance exponentielle du nombre de satellites lancés. Vous voyez ici avec les différentes couleurs, en vert on a 2 grosses constellations que sont Starlink et OneWeb qui se sont déployées au cours de ces 2 dernières années à une vitesse assez importante. Et ensuite on a ce qu'on appelle des CubeSats, donc c'est des petits satellites qui font quelques kilos, ou même des petits satellites qui vont aller jusqu'à 150 ou 200 kilos, dont on voit le nombre de ces satellites lancés croître de manière importante. Donc tous ces satellites, comment on les assure? Alors tout d'abord, je vais vous parler du pourquoi de l'assurance, avant de vous parler du comment de l'assurance. Donc dans l'assurance spatiale, on a une concentration de valeurs et de risques. Les satellites, ça coûte assez cher. En orbite GEO, c'est des gros satellites qui valent entre 150 et 500 millions. En orbite LEO, on est entre 50 et 150 millions. C'est relativement cher. On a surtout une probabilité de panne assez élevée. Si on prend en compte le lancement, les opérations initiales et toutes les opérations commerciales, en GEO, on a une probabilité d'échec entre 10 et 25%. En LEO, ça va même entre 5 et 50%. Pour faire les choses simples, les satellites sont tous uniques. Donc on a une innovation permanente. Tous les satellites sont des prototypes. On est sans cesse en train d'assurer quelque chose qu'on n'a jamais assuré avant. Donc c'est un challenge supplémentaire pour les assureurs. Et comme les satellites valent cher, on a un besoin de financement. Les opérateurs ont besoin de trouver des financements pour lancer leur projet de satellite. Donc les investisseurs vont demander aux opérateurs de prendre une assurance quand ils participent au projet. Ensuite, on est ici pour protéger la profitabilité des opérateurs. Quand les opérateurs investissent eux-mêmes dans leur projet de satellite, il faut qu'on soit là pour protéger leur profitabilité, pour rembourser le satellite pour qu'ils puissent reconstruire un satellite, le relancer, le reassurer, et aussi pour remplacer les revenus qui vont être perdus pendant toute la phase où le nouveau satellite va être construit en attendant qu'il soit lancé. Pour les projets institutionnels, il y a une petite particularité. En général, on dit que les États s'auto-assurent. L'assurance sert à accélérer le process. Quand on prend un projet scientifique qui a mis des années à être construit, des années à être décidé, et qui a un échec de ce projet, si ce projet est assuré, l'indemnité de l'assurance arrive en quelques semaines, voire quelques mois. Et le projet peut redémarrer tout de suite sans qu'il y ait besoin de refaire un tour de table avec tous les partenaires de ce projet qui peuvent être de différentes nationalités, qui peuvent être différents États. Donc l'assurance, elle est essentielle pour l'investissement privé, et on espère aussi que c'est une incitation pour la robustesse et la qualité des systèmes. Alors voilà la chaîne de valeur pour les satellites de télécommunication en GEO. Donc l'utilisateur final, vous et moi, va s'adresser à un distributeur ou à un opérateur de réseau pour avoir un service de télécommunication. Cet opérateur va louer de la capacité à un opérateur de satellite qui, pour son projet, va donc acheter un satellite chez un fabricant, acheter un service de lancement chez une agence de lancement, va chercher du financement et va s'adresser à un courtier d'assurance, qui est un intermédiaire, pour trouver l'assurance. Ce courtier va aller interroger les différents assureurs, il y a environ 30 à 35 assureurs dans le monde, pour assurer le satellite. Il faut savoir qu'un satellite de 200 millions, aucun assureur ne va assurer à lui tout seul un satellite de 200 millions.
chaque assureur va prendre un petit morceau de cette assurance. Donc un assureur va prendre 5 millions, un autre 10, un autre 20, etc., jusqu'à avoir 200 millions. Et ensuite, les services internes à cet opérateur, que ce soit les services juridiques, techniques ou commerciaux, vont être là en support pour apporter des informations, pour aider le courtier à placer, donc à finaliser le contrat d'assurance. Alors, il y a deux types d'assurance. Il y a l'assurance du bien et l'assurance de la responsabilité. Alors, l'assurance du bien, c'est une assurance tout risque. On assure la perte de capacité opérationnelle. Donc, on va regarder ce que le satellite est censé faire en termes de capacité opérationnelle et ce qu'il a perdu. On couvre différentes phases. On peut ne couvrir que la phase de lancement. On peut couvrir la phase de lancement plus quelques mois, voire un an. Et ensuite, après l'anniversaire du lancement, on a des polices qu'on appelle vie en orbite, d'une durée de 12 mois, qu'on va resouscrire chaque année jusqu'à la fin de vie prévue du satellite. Il y a une valeur assurée qui est définie dans le contrat. On n'est pas sur une base indemnitaire, donc on définit une valeur assurée dès le début. Et cette valeur assurée, elle correspond en général à la valeur de reconstruction du satellite, de relancement de ce satellite, de réassurance de ce satellite, et peut intégrer aussi la perte de revenus, donc comme je le disais, pour attendre que le nouveau satellite vienne remplacer celui qui a eu une anomalie. Et le calcul du sinistre, il dépend forcément de la mission, et il est assez spécifique dans nos métiers parce qu'on n'a pas d'accès aux biens. On ne peut pas envoyer d'experts sur place. Donc, on va se baser sur ces fameuses télémesures. Ensuite, on a l'assurance de la responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est utile en cas de dommage à autrui. On parle de responsabilité civile. Par exemple, si une fusée décolle et qu'un morceau de la fusée retombe sur une habitation. Dans ce cas, il va falloir indemniser le propriétaire de l'habitation. Ça arrive assez peu pour les fusées européennes et américaines parce qu'elles lancent en direction de l'océan, mais c'est déjà arrivé dans des pays plus orientaux. Alors, c'est une obligation légale qui est définie en général par la loi du pays. Il y a de plus en plus de pays qui établissent des lois spatiales, parce que les États sont responsables de la responsabilité, donc ils obligent leurs opérateurs à s'assurer pour que l'État ne supporte pas la responsabilité en cas de dommage à autrui. Alors si on rentre un peu dans le fonctionnement de l'assurance, notre métier c'est de garantir une mutualisation. Donc ce qu'il faut c'est qu'on ait suffisamment de primes pour payer les sinistres. Alors ça nécessite de calculer la probabilité d'échec de manière la plus correcte possible avec tous les challenges dont j'ai parlé. En parallèle, il faut qu'on demande une prime juste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande une prime qui est fonction du risque. Il faut qu'on demande une prime faible pour un risque qui est faible et une prime plus élevée pour un lanceur ou un satellite qui a une probabilité d'échec plus élevée. La prime elle va être calculée en fonction de la valeur assurée. Donc on va calculer la prime comme le produit entre la valeur assurée et la probabilité d'échec. En parallèle, dans l'espace, et c'est vrai de plus en plus, il y a quelques années, on pouvait avoir un portefeuille avec peut-être uniquement des satellites de télécommunications géostationnaires qui se ressemblent. Aujourd'hui, le marché du spatial, c'est pas ça. Comme vous l'avez vu, il y a différents types de satellites, des gros et des petits, donc on a une grosse diversité de risques dans notre portefeuille. Donc on a des probabilités qui peuvent varier entre 0,5% et 20%, et des engagements à l'échelle d'un assureur qui peuvent varier entre 1 et 30 millions. Donc j'ai essayé de vous illustrer ici, avec deux petits graphes, deux types de portefeuilles. Donc en haut, vous avez un portefeuille numéro 1 avec 10 satellites qui valent chacun 10 millions d'euros et qui ont chacun une probabilité d'échec d'environ 10%. Donc la prime qu'on m'a demandé à chacun de ces satellites, c'est 10 millions d'euros fois 10%, c'est 1 million d'euros. On a 10 satellites, donc dans notre portefeuille d'assureur, on va avoir une prime de 10 millions d'euros. Ça tombe bien, 10 millions d'euros, c'est à peu près la valeur d'un satellite. C'est-à-dire qu'on est capable de payer une perte, ce qui est le cas le plus probable dans ce type de portefeuille. Donc c'est un portefeuille bien équilibré. Bon, maintenant, il y a quand même 25% de risque de perte de satellites ou plus, mais c'est gérable. Maintenant, un portefeuille numéro 2, où je prends là aussi 10 satellites, avec des probabilités entre 1 et 14%, et j'ai réglé les valeurs qui varient entre 6 et 30 millions d'euros, de telle sorte que la somme des produits probabilité fois valeur fasse là aussi 10 millions d'euros de prime. Donc on a un portefeuille qui a la même prime que le portefeuille numéro 1. Par contre, vous voyez que les valeurs assurées, sur l'axe horizontal, les valeurs assurées sont très différentes. Elles varient entre 5 millions et 30 millions d'euros.
Donc si c'est le satellite qui vaut 5 millions d'euros qui tombe en panne, on est capable de le payer avec la prime de 10 millions d'euros. Par contre, on peut avoir aussi, avec une probabilité non négligeable, vous avez la probabilité sur l'axe vertical, un satellite de 20, 25 ou 30 millions d'euros qui tombe en panne et on a une prime uniquement de 10 millions d'euros. Donc c'est un portefeuille beaucoup plus complexe à gérer pour un assureur. Vous l'aurez compris, le portefeuille numéro 1, c'est le rêve pour les assureurs. La réalité, c'est le portefeuille numéro 2. Alors le process pour assurer un satellite, alors ça démarre toujours par un accord de confidentialité, parce qu'on a besoin d'informations importantes et confidentielles, à la fois techniques et commerciales, sur le satellite. Donc on signe un accord de confidentialité, il y a des échanges techniques entre les assureurs, le courtier et les opérateurs, pour négocier ensuite un contrat d'assurance qui répond à la mission du satellite. Pour finaliser ce contrat, négocier le prix, et ensuite, quand on est dans une police lancement, la prime est payée quelques semaines avant le lancement. Et dans ce process, il y a deux grands types de paramètres. Donc il y a les paramètres techniques dont on a besoin. Donc on va s'intéresser à la conception du satellite, la redondance, la marge et les schémas synoptiques, l'expérience en orbite, la qualité de fabrication, les tests, la statistique sur les satellites similaires. Et les paramètres contractuels, donc la valeur assurée, le type et durée de couverture, et les formules de calcul du sinistre. J'ai oublié de parler de redondance tout à l'heure. Quand on est dans l'espace, donc on ne peut pas réparer le bien. Donc sur les satellites qui valent relativement cher, sur les équipements critiques, on va mettre des équipements de secours. Donc on va mettre des équipements en redondance. Par exemple, le calculateur de bord, qui va gérer les télémesures et les télécommandes. C'est un équipement très sensible. S'il tombe en panne, on perd le satellite. Donc dans la plupart des satellites géostationnaires, on va mettre 2, voire 3 processeurs à bord pour qu'en cas de panne du processeur nominal, on puisse toujours utiliser le processeur redondant. Vous comprenez bien que d'un point de vue d'un assureur, le fait qu'il y ait un processeur ou 2 processeurs change le profil de risque. Alors, la prime d'assurance, comme je dis, elle prend en compte la qualité du risque et la valeur assurée. Alors on est à la fois dans un marché proactif, c'est-à-dire qu'on va demander des informations techniques, on va regarder les marges, les redondances, on va calculer une prime technique et on va demander une prime juste à nos clients, mais aussi dans un marché réactif parce qu'on a assez peu de données. Il y a finalement assez peu de lancements, il y a assez peu de satellites. On est très très loin de la loi des grands nombres. Donc on va être un marché réactif, c'est-à-dire qu'après un sinistre relativement important, qui coûte beaucoup d'argent au marché et qui met le marché en perte, on va avoir une remontée des prix de manière significative. Et parfois, et c'est déjà arrivé, un seul événement peut bousculer le marché. Donc justement, ce marché de l'assurance, quel est-il? Vous avez ici le graphe des primes et des sinistres depuis les 20 dernières années. Donc en bleu, vous avez le montant des primes globales au niveau du marché. C'est un marché global, donc on regarde vraiment au niveau global ce que ça donne. Donc il y a 10 ans, on était plutôt à environ 800 millions de primes. En ce moment, on est plutôt aux alentours de 500 millions. Ensuite, la sinistralité en orange est très variable. On peut avoir des années avec 100 millions de sinistres, on peut avoir des années avec 800 millions de sinistres. Et vous voyez qu'en 2019, on a eu le cas où on avait assez peu de primes, on avait environ 500 millions de primes, et on avait environ 800 millions de sinistres. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le marché a eu une réaction. C'est parce que c'est un marché qui va réagir aux événements spatiaux, et qui va réagir à la fois sur le prix et sur la capacité. La capacité du marché, c'est la somme des engagements que tous les assureurs du monde peuvent mettre sur un risque donné. Donc plus il y a d'assureurs, plus il y a d'appétit pour les assureurs pour le spatial, plus on va avoir de capacité pour assurer un satellite. Donc cette capacité, elle va dépendre de différents facteurs, de ce qui se passe sur le marché de l'assurance spatiale, mais elle peut avoir aussi être dépendante de ce qui se passe sur d'autres marchés. Le marché de l'assurance aviation, le marché des taux d'intérêt, le capital peut bouger d'une branche à l'autre. Et donc vous voyez que plus la capacité du marché augmente, la loi du marché, l'offre et la demande, plus les prix diminuent. En 2019, événement important, retrait d'une certaine capacité de marché, les prix remontent. Donc voilà, on est bien dans un marché d'offres et de demandes. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur l'analyse du risque de panne. Alors pour analyser un risque spatial, on va essayer de comprendre d'un point de vue technique le risque. Donc sur un lanceur, on va regarder les évolutions de ce lanceur par rapport
au lanceur précédent ou par rapport au tir précédent de ce lanceur-là. On va regarder, et c'est très important, le rang du tir du lanceur qu'on doit assurer. Les premiers tirs d'un lanceur sont beaucoup plus risqués que le tir numéro 10 ou numéro 20. Pour un satellite, on va regarder les modes de panne. Qu'est-ce qui peut se passer sur ce satellite? Quelles sont les causes et les conséquences d'une anomalie? Ensuite, on va regarder la fiabilité des différents composants qui pourraient être à l'origine de cette anomalie. Et on va s'intéresser évidemment aux redondances et aux marges. On peut faire ça, on va comparer par rapport à d'autres risques spatiaux. Donc pour le lanceur, on va regarder la fiabilité démontrée sur les tirs précédents. Et pour les satellites, on va essayer de trouver une population de satellites qui aurait à peu près la même mission, à peu près la même orbite, une taille, une masse similaire, une technologie similaire, une qualité de fabrication et de tests similaires pour essayer d'avoir une base de données qui nous permet de faire un petit peu de statistiques. Donc après, on va faire une analyse de probabilité en prenant en compte toutes ces données historiques et en intégrant les spécificités à la fois de la fusée et du satellite. Alors qu'est-ce que ça donne? Pour le lancement, ici vous avez les succès et les échecs en phase de lancement uniquement au cours des 20 dernières années. Donc en bleu vous avez les succès, en orange vous avez les échecs et on peut calculer le taux d'échec qui est le nombre d'échecs divisé par le nombre de tentatives, échec plus succès. Et vous voyez que ce taux d'échec, il est relativement stable. On n'a pas vraiment d'amélioration de ce taux d'échec comme on pourrait s'y attendre. On pourrait s'attendre à ce que l'industrie s'améliore et qu'on ait de moins en moins d'échecs. Et on reste entre 5 et 7% d'échecs en moyenne au niveau mondial. On a même une légère dégradation. Pourquoi? Parce qu'on a sans arrêt de nouveaux lanceurs qui rentrent sur le marché. On a de nouveaux lanceurs qui se positionnent pour baisser les coûts. Et le fait d'avoir de nouveaux lanceurs, comme je l'ai dit, les premiers tirs sont très risqués. On a sans arrêt de nouveaux tirs, de nouveaux lanceurs. Donc, on a une probabilité d'échec qui reste malgré tout élevée. Alors là, j'ai préparé un petit exemple. Donc, si on prend un lanceur A qui aurait eu 15 lancements et un échec, le lanceur B qui aurait eu 20 lancements et 2 échecs, la question, ce serait quel lanceur aura le prix d'assurance le plus faible? Alors, si on fait un petit peu de mathématiques, lanceur B, 20 lancements, 2 échecs, ça fait un échec sur 10. Le lanceur A, un échec sur 15. Donc on se dirait que le lanceur A va avoir un prix d'assurance plus faible. Bon, forcément, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend où ont eu lieu les échecs. Le lanceur A, maintenant, si on considère qu'il a eu un échec au rang 15, c'est-à-dire qu'on va nous demander d'assurer le rang 16, juste après l'échec. C'est-à-dire que c'est un lanceur qui n'a pas eu d'échec, et qui tout à coup, depuis le début, et qui tout à coup, au rang 15, a eu un échec. Donc ça peut être la faute à pas de chance, ça peut être un changement de sous-traitant, un changement de process, ça peut être des gens compétents qui sont partis à la retraite, qui n'ont pas été remplacés, c'est arrivé, ou en tout cas on l'a suspecté. Donc ce tir numéro 16, il est un petit peu risqué du point de vue des assureurs. Par contre, le lanceur B, si on considère qu'il a eu un échec au rang numéro 1, je dirais c'est presque normal d'avoir un échec au premier tir. Un autre échec au rang numéro 4, on était encore dans une phase de déverminage, et ça veut dire qu'il aurait eu 16 succès depuis ces moments-là. Ça veut dire qu'il aurait eu des échecs, qu'il aura réussi à corriger ces échecs et à démontrer une fiabilité. Donc en fait, dans ce cas-là, les assureurs vont donner un prix d'assurance le plus souvent au lanceur numéro B. Alors pour les satellites, je vais commencer donc par les modes de panne. Donc pour vous donner 2 exemples de sinistres de satellites. Donc le premier, ce serait le déploiement d'une seule aile de panneau solaire. Donc l'autre reste bloqué. Donc la première conséquence, c'est qu'on a moins de puissance électrique disponible. Voilà, 50% de puissance en moins. On a aussi un déséquilibre mécanique, parce que le centre de gravité du satellite s'est un petit peu déplacé. Alors tous les petits moteurs qui s'étaient alignés, qu'on avait alignés au sol avec le centre de gravité pour optimiser leur efficacité, sont un petit peu désaxés et vont avoir une perte d'efficacité. Donc on va avoir une surconsommation et une perte de durée de vie. Si vous vous rappelez aussi, je vous ai parlé du contrôle thermique qui rayonne de la puissance dissipée par des puissances rayonnantes. Si le panneau solaire est bloqué contre ces surfaces rayonnantes, le contrôle thermique n'est plus aussi efficace. Donc on va avoir une contrainte sur l'utilisation de certains composants et amplificateurs électroniques. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres pour arriver à déterminer quelle va être la mission résiduelle de ce satellite au cours de sa durée de vie. Maintenant, si je prends un deuxième scénario,
avec la sous-performance d'un moteur, ou plutôt la sous-performance d'un ou plusieurs moteurs au-delà de la redondance. Dans ce cas, on va avoir une consommation d'ergol, qui est le carburant de fusée, en hausse avec une réduction de durée de vie. Si on trace les ergols disponibles en fonction du temps, on avait de manière initiale une fin de vie prévue à un moment donné où on considère que les ergols sont juste suffisants pour désorbiter le satellite. Donc on désorbite le satellite, ça nous donne la fin de vie prévue du satellite. Et si on a une sous-performance du moteur, cette pente de consommation d'ergol va être différente et on va avoir une fin de vie prévue plus proche. La difficulté, c'est qu'il va falloir décider et calculer aujourd'hui quelle va être la date à laquelle on va avoir cette fin de vie du satellite, pour que l'opérateur reçoive l'indemnité de l'assurance et recommande un satellite de remplacement et qu'il soit prêt avant la fin de vie de ce satellite. Donc il va falloir rentrer dans les calculs de bilan d'ergol pour se mettre d'accord sur cette date de fin de vie. Après, donc ça c'est pour les modes de panne. Pour la probabilité de survenance, on retrouve finalement dans le spatial la fameuse courbe en baignoire qui est connue des statisticiens pour calculer des probabilités. On trouve cette courbe pour les machines à laver ou pour l'automobile. C'est-à-dire qu'on on regarde la probabilité d'échec en fonction du temps de vie d'un composant ou d'un système. Au début de vie, on a une probabilité d'échec assez élevée parce qu'on a des erreurs de jeunesse. Ensuite, cette probabilité baisse. Et ensuite, on a un phénomène de vieillissement, surtout sur les composants électroniques. En spatial, cette courbe elle est un petit peu asymétrique parce qu'on a les opérations initiales qui, en début de vie, sont relativement risquées. Donc on arrive quand même à se raccrocher à certains principes généraux. On regarde les statistiques des anomalies. Ça, c'est un exemple de statistiques pour les satellites de télécommunications géostationnaires, où on va regarder par sous-système, quel sous-système est celui qui va contribuer le plus souvent, ou de manière la plus importante, à un sinistre spatial. Et ensuite, pour les satellites suivants, on va peut-être se focaliser un peu plus pour vérifier que les anomalies précédentes ont bien été corrigées ou qu'il n'y a pas de nouvelles technologies qui amèneraient de nouveaux risques. Vous noterez que j'ai laissé ce slide en anglais à Essian parce que l'anglais c'est quand même la langue du travail dans le monde de l'assurance spatiale. J'ai fait un slide sur le New Space, donc ces fameux petits satellites qu'on lance de plus en plus, si vous vous rappelez le premier graphe avec le nombre de satellites lancés. Donc c'est un type de risque, particulier. Donc c'est des petits satellites qui peuvent faire quelques kilogrammes, de 1 à 150 kg, qu'on va lancer en LEO, quand on compare aux satellites en géo qui font environ 5 ou 6 tonnes, qui peuvent avoir différents types de missions. Ils sont très bien pour de l'observation, ils sont très proches de la Terre et ils sont défilants. On peut faire des télécoms, par exemple de l'Internet of Things, pour récupérer des mini-messages et les renvoyer. On peut faire des démonstrateurs technologiques. Et ces petits satellites, soit on va les trouver tout seuls, en standalone, soit sous forme de constellation. En termes d'analyse de risque, la phase de lancement est identique pour un gros satellite, au bémol près qu'on va avoir un système de déploiement. Quand on déploie 100 satellites d'un lanceur, on va avoir un système spécifique de déploiement qui permet de déployer tous ces satellites. Et après séparation, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de pannes totales pendant les premières semaines. C'est-à-dire le satellite est déployé et il n'a pas survécu au lancement, il n'a pas survécu à l'environnement dans l'espace et on n'a aucune télémesure. On a beau envoyer les télécommandes, le satellite reste muet. Donc c'est un business assez complexe parce que la moitié des causes de panne restent inconnues. Donc c'est très difficile de faire un retour d'expérience et une amélioration de fiabilité sur ces satellites. Parce qu'un satellite qui ne communique pas ne nous donne aucune information sur la cause de sa panne. En termes de structure d'assurance, on va utiliser les structures habituelles pour les satellites, avec un petit bémol pour les constellations. Quand par exemple on a une constellation de 100 satellites, ça coûterait trop cher d'indemniser l'opérateur à partir de la perte du premier satellite. Parce qu'on va mettre en place un système de franchise, par exemple franchise de 10 satellites, et l'assureur va commencer à payer à partir du 11e satellite. Ce qui veut dire qu'en pratique, l'opérateur, s'il a besoin de 100 satellites, il va en lancer 110 et il va en assurer 110 avec une franchise de 10 satellites. Maintenant, les risques environnementaux. Donc il y a deux risques environnementaux principaux. Le premier, c'est la météo spatiale. Alors c'est un phénomène naturel
principalement lié à l'activité solaire, qui a été observée depuis le XVIIIe siècle, et qui est cyclique. Alors depuis le XVIIIe siècle, les scientifiques se sont appliqués, voire amusés, à répertorier les nombres de taches solaires qu'on peut observer sur le Soleil. Donc il faut prendre des précautions, il ne faut surtout pas observer le Soleil à l'œil nu ou avec un instrument, il y a des instruments spécifiques pour faire ça. Et quand on observe le Soleil avec ces instruments, on s'aperçoit que le Soleil a certaines taches. Et le nombre de ces taches varie. Parfois on a 2 ou 3 taches, et parfois on a plusieurs dizaines de taches. Les scientifiques ont répertorié ce nombre de taches année par année, et quand on le trace sur un graphe au fil du temps, on s'aperçoit que ce nombre de tâches fait un cycle très périodique avec une période de 11 ans. On est aujourd'hui dans la phase ascendante du cycle numéro 25. Alors ça, c'est lié à l'activité solaire. Le Soleil, ce n'est pas une boule de feu statique, il est sans arrêt en train de bouger. Et de temps en temps, il y a des événements un peu particuliers qui peuvent être des éruptions. Et le Soleil va envoyer des ondes de radio, va envoyer des particules énergétiques, du plasma dans l'espace, y compris à direction de la Terre. Ces particules énergétiques et ce plasma vont interagir avec le champ géomagnétique de la Terre. Ils vont interagir avec certaines couches de l'atmosphère. Alors ça va faire de très jolies aurores boréales, mais ça peut endommager les satellites. Ces particules énergétiques, elles peuvent traverser les satellites et aller directement dans les cartes électroniques, et elles peuvent créer la panne d'une carte électronique. Ensuite, on peut avoir aussi le phénomène de charge-décharge, c'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation de charges, notamment des électrons, qui vont s'accumuler soit à la surface du satellite, soit à l'intérieur d'une carte ou d'un composant du satellite. Et quand il y aura trop de charge ou quand il y a une particule de signe opposé qui arrive, on va avoir un phénomène de décharge électrostatique qui crée un arc électrique qui peut endommager des isolants, des conducteurs et des cartes électroniques. Alors pourquoi c'est un challenge pour l'assurance spatiale? Parce que ce phénomène, ça peut arriver quasi simultanément sur plusieurs satellites à la fois. Donc là on se rend compte qu'on pourrait tout à coup perdre, à cause d'un seul événement solaire, plusieurs satellites. Et en plus on voit que le marché du spatial, les satellites aujourd'hui sont de plus en plus digitaux, et de moins en moins analogiques, et donc toutes ces nouvelles technologies sont beaucoup plus sensibles à l'environnement spatial. Le second risque environnemental, c'est le risque de collision. Donc le nombre d'objets spatiaux augmente. Ici, vous avez un graphe de l'ESA qui indique le nombre de gros objets, on va dire, qui sont dans l'espace, qui sont tracés. Donc on a une croissance assez importante pour arriver aux alentours de 37 000 objets. Il faut savoir qu'on a plus d'1 million d'objets qui font plus d'1 centimètre. Dans l'espace, il y a un risque sur le long terme qui est principalement focalisé en orbite basse. En orbite basse, on a eu certains événements de collision ou de tirs anti-satellites en mode démonstration qui ont généré beaucoup de débris. Et on a cet avènement du New Space avec ces nouveaux petits satellites qui arrivent, qui créent encore plus d'objets en orbite basse. Donc ça, si on n'arrive pas à le maîtriser, donc il y a un risque important pour les assureurs, parce qu'on peut avoir un risque de dommages sur les satellites, et on commence à en observer de plus en plus, et il y a un risque de pollution d'orbite. À un moment donné, on pourrait se dire, il y a une certaine orbite à 700-800 km qui est tellement polluée par tout un tas de débris qu'on s'interdit d'envoyer de nouveaux satellites dans cette orbite. Alors ce risque de collision, c'est forcément un challenge pour l'assurance spatiale, parce qu'il faut que nous, on puisse arriver à calculer des probabilités de collision suffisamment précises pour les prendre en compte dans notre tarification et dans notre gestion de portefeuille. En parallèle, on essaye d'encourager les comportements responsables. Alors justement, ces comportements responsables, ils ont pour but de mieux gérer l'environnement spatial, pour pérenniser l'activité spatiale. Alors par exemple, l'identification. En cas de lancement multiple, quand on lance une centaine de satellites, on met plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour trouver quel satellite est sur quelle orbite, pour arriver à communiquer avec tous les satellites. Donc avoir un système d'identification, ça pourrait aider peut-être à éviter un certain nombre de pannes, juste parce qu'on n'a pas réussi à identifier le satellite qu'on voulait viser. Ensuite, il y a l'industrie qui commence à développer des systèmes de propulsion simples pour avoir la capacité d'éviter un objet, c'est-à-dire une manœuvre anti-collision.
Ensuite, peut-être standardiser certaines interfaces pour que les satellites soient prêts à utiliser un service en orbite. Donc des interfaces mécaniques standards, des marqueurs et de la documentation. Il y a une notation qui arrive, c'est un peu le Nutri-Score qu'on peut trouver sur nos emballages alimentaires, mais pour le spatial, c'est une note qui va être fonction du risque qu'un projet va avoir de générer de nouveaux débris. Donc plus le risque, plus le projet sera risqué en termes de génération potentielle de débris, moins bonne sera la nôtre, forcément. Et tout ça, ça doit se gérer avec une gestion du trafic spatial, un peu comme ce qui a été fait au niveau de l'aviation, avec des outils de suivi pour savoir exactement qui est où, et peut-être avec des nouvelles règles qui vont arriver par la régulation, qui vont demander de nettoyer les orbites après utilisation. Donc nous, voilà, on essaye en tout cas d'encourager tous ces comportements responsables qui feront qu'on arrivera toujours à faire du business et même des activités scientifiques dans l'espace. Alors pour finir, les dernières tendances du spatial, donc on voit l'apparition de gros satellites en orbite géo qui sont là pour faire du très haut débit. Donc ça c'est vraiment dédié à de l'Internet. Donc on a des charges utiles assez lourdes, souvent avec des processeurs à bord qui vont permettre de réallouer le débit exactement là où les utilisateurs en ont besoin. On utilise une technologie multifaisceau, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet de réutiliser les ressources comme la fréquence et qui du coup rend le satellite beaucoup plus efficace en termes de débit. On a le développement des services en orbite. Alors là, c'est des missions très spécifiques. Bon, on a des missions d'exploration. On a des projets d'assemblage, de remplissage, de réparation, même en orbite. On a des projets d'élimination de débris, d'extraction minière aussi. Alors tous ces projets sont intéressants parce que c'est le futur du spatial et ces projets peuvent être assurés. Donc là, au contraire des charges utiles classiques de télécommunication et d'observation, on va avoir des contrats très spécifiques pour assurer ce type de mission. Enfin, les petits satellites Léo, j'en ai parlé, ils sont très différents. C'est-à-dire que de point de vue d'un assureur, il y a une très grande variété de missions, de design, mais aussi de process industriels et de qualité du risque. On peut avoir un satellite de quelques kilos qui peut avoir une probabilité d'échec très différente d'un satellite qui lui ressemble. On voit apparaître les satellites définis par logiciel. Alors ça, c'est des satellites qui font encore plus un step, qui vont encore plus vers le numérique, qui sont configurables au sol. Donc ils peuvent être reconfigurés en orbite. Donc un satellite qui peut servir une mission de TV ou d'Internet sur l'Europe, qui, quelques années après, peut être reconfiguré pour faire de l'Internet sur l'Amérique du Nord. Donc ces satellites permettent une maximisation de l'utilisation des ressources, à la fois l'encombrement, ils sont assez compacts, ce qui permet d'en mettre plusieurs sous une même coiffe de lanceur. Ils réutilisent la fréquence et la puissance, et là aussi, ils vont l'allouer exactement là où les utilisateurs en ont besoin. Ensuite, il y a une ressource qui est rare aussi dans le domaine des télécoms, c'est les fréquences. On le voit avec l'apparition de la 5G pour la téléphonie mobile. On a besoin de plus en plus de fréquences, et d'ailleurs la 5G demande des fréquences au spatial. Donc le spatial avait l'habitude d'opérer dans des fréquences entre 1 et 30 GHz, et maintenant on développe des nouveaux composants pour être capable d'opérer dans de nouvelles bandes de fréquences au-delà de 30 GHz. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que du coup ça demande le développement de nouveaux composants, et qui dit nouveauté, vous l'aurez compris, dit risque associé. Alors tout ça c'est pour les satellites. Mais si vous vous rappelez le graphe sur les lancements et sur la statistique d'échec au cours du temps, on a vu au cours des 2 dernières années l'apparition de nouvelles fusées, dont certains ont marché, d'autres moins. Et c'est pas fini parce qu'au cours des 2 prochaines années, on a déjà toute une liste de nouvelles fusées qui sont prêtes à être lancées. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion de cette conférence pour faire un résumé des compétences nécessaires pour faire ce métier. Donc vous l'aurez compris, pour faire l'analyse de risques techniques, on a besoin de comprendre déjà l'anglais, parce que toutes les données sont en anglais. On a besoin de comprendre la physique, voire au sens large les sciences de l'ingénieur, un peu de mathématiques, dont on va servir aussi pour faire les calculs de probabilité de panne. Calcul de probabilité de panne
et de mathématiques qui vont nous servir pour la gestion de portefeuille, pour laquelle on aura besoin de beaucoup de bon sens et de connaître les principes généraux de l'assurance, qui vont nous être utiles pour interpréter le contrat d'assurance. On va servir aussi de compétences juridiques en droit. Ce contrat, il va falloir le négocier avec le courtier et l'assuré. Donc on va avoir besoin de compétences en relations humaines, en commercial. On va avoir besoin d'être ouvert à l'international, parce que dans le spatial, en tout cas dans notre métier, on a 2 ou 3 clients par pays, mais par contre sur tous les pays. Donc on va avoir besoin de se faire connaître, de communication externe, on va avoir besoin de connaître le marché et donc de compétences en marketing. Donc voilà, l'assurance spatiale, ça nécessite de regrouper différentes compétences très diverses. Ça demande, vous l'aurez compris, de suivre les innovations de tous les produits du secteur spatial, côté fusée comme côté satellite, pour pouvoir s'adapter, voire anticiper l'évolution de ces risques. Il y a aussi, comme Eric l'a dit, effectivement, je fais un métier qui n'est pas connu du grand public, mais il y a plein d'autres métiers dans le spatial qui vont se développer. On a vu qu'avec les services en orbite, il y a beaucoup de métiers autour de la robotique dans l'espace, autour de la mécanique, autour du logiciel qui vont se développer. Il y a beaucoup de métiers autour du droit, avec les régulations internationales qui doivent être écrites. Ensuite, il va falloir interpréter et appliquer au niveau de chaque société. Donc voilà, mon métier, c'est un des exemples des métiers un peu cachés du spatial, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Et le spatial aujourd'hui est très différent du spatial qu'on pouvait voir il y a 10 ou 20 ans. Et donc je pense que vraiment le spatial dans 10 ou 20 ans sera encore très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc on verra, et en tout cas ce sera la nouvelle génération de le construire. Voilà, j'en ai terminé, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout d'abord, un grand merci, Monsieur Bousquet. Nous allons passer aux questions. Je vais promener le micro, donc n'hésitez pas. J'arrive. C'était ça. Pardon. Merci. Bonjour, merci pour la présentation, très intéressant. Pardon. Moi, je me posais la question parce que ça n'a pas été abordé ici. Alors peut-être que vous avez ça dans le scope pour plus tard. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'assurance sur les astronautes? J'imagine que c'est un peu différent. Alors on en a envoyé dans l'espace avant, plus pour le moment. On en reprévoit. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Est-ce que vous l'envisagez? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une très très bonne question. Les astronautes, ils sont assimilés militaires. Donc aujourd'hui, on n'assure pas les personnes. La personne de l'astronaute. C'est-à-dire qu'on n'assure pas les ayants droit de l'astronaute, c'est-à-dire que s'il y a un problème avec un crash d'une fusée avec des astronautes à bord, c'est l'État qui prend en charge ça en considérant que les astronautes sont comme des militaires. Donc il n'y a pas d'assurance pour les astronautes professionnels, on va dire. Par contre, on peut nous demander d'assurer quand même la mission qui embarque des astronautes. Donc, il y a certaines missions qui embarquent des astronautes à direction de la station spatiale ou même juste de l'espace pour venir, qui peuvent être assurées. Dans ce cas, on va assurer le bien, c'est-à-dire on va assurer le succès de la mission, mais on ne va pas rembourser les familles des astronautes. Ça, ce sera la charge de l'État. Avec le développement des astronautes privés, qui commence à frémir, qui va arriver, on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement le développement de l'assurance, d'une assurance particulière pour ces astronautes privés. Et donc, voilà, c'est un marché qui est à construire, qui est un peu à la frontière entre l'aviation et l'assurance spatiale. Et voilà, donc du coup, c'est un marché qui est en devenir et sur lequel on pourra reparler peut-être dans 5 ou 10 ans.
Merci. Bonsoir. Une question double. Est-ce que les polices que vous émettez sont des polices uniques, prises par le même assureur lorsque vous couvrez à la fois le montage, le transport, le lancement et la durée de vie du satellite? Et deuxièmement, est-ce que la prime est unique ou est-ce que c'est une prime annuelle, notamment pour la durée de vie du satellite dans la durée, puisque vous avez dit qu'il y avait des satellites qui allaient de 10 à 15 ans de vie. Et est-ce que vous avez la possibilité, au bout d'un certain temps, par exemple, si un satellite a une durée de 15 ans de vie, de dire au bout de 10 ans, merci, au revoir, je pars? Merci, très bonne question aussi. Donc, si je reviens sur les différentes phases de vie des satellites et les assurances associées. Donc, pendant la phase d'assemblage, donc de construction du satellite, on va l'assurer dans la branche dommages. Donc ça, c'est une police spécifique qui va uniquement couvrir, c'est une police annuelle qui couvre toutes les constructions qui vont avoir lieu dans une usine donnée et qui va se renouveler de manière annuelle. Donc le satellite va être couvert d'abord dans une première police, puis après, cette police va se renouveler, et donc le satellite n'est pas fini, donc après il va être couvert dans la deuxième police, etc. S'il y a une anomalie, s'il y a une anomalie pendant la période de la première police, c'est la première police qui va être activée et qu'on va utiliser pour indemniser le sinistre. S'il n'y a pas de sinistre et que le sinistre survient plus tard, c'est la deuxième police. Donc sur le police de dommages, c'est comme ça que ça marche. Sur le police de pré-lancement, c'est en général des phases assez courtes, parce qu'on parle de quelques mois. Donc ça, c'est des polices spécifiques qui couvrent uniquement du départ de l'usine jusqu'au décollage. Après, on a la particularité chez AXSL d'avoir fait un produit très spécifique, packagé, vu que vous me posez la question, voilà, j'avais pas prévu d'en parler, mais qui intègre, dédié aux acteurs du New Space, voilà, qui intègre la phase de pré-lancement et la phase de décollage avec une seule et même police. Donc ça permet d'avoir une offre packagée combinée qui s'arrête à la séparation du lancement. Après, quand on couvre les satellites en orbite, ce sont des polices d'un an. Donc on va faire lancement plus un an, et au bout d'un an, on va demander à l'assuré des rapports de santé sur l'état de santé du satellite pour vérifier l'état des redondances. Dans mon exemple, est-ce qu'il a perdu le processeur nominal et est-ce qu'il est sur le redondant, ou est-ce que les deux fonctionnent encore, quelles ont été les différentes anomalies, est-ce que tout fonctionne bien, et en fonction de ce rapport de santé, on va se réengager et reproposer un prix pour la deuxième année. À la fin de la deuxième année, on va redemander un rapport de santé, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette deuxième année, et en fonction de l'état du marché et l'état du satellite, et l'état de nos statistiques, on va proposer un prix à la hausse ou à la baisse en fonction du satellite. Donc à chaque fois, on est engagé sur un an. Par contre, quand on est engagé sur cette durée de vie de l'an, quoi qu'il se passe, voilà, on est engagé. Ça répond à votre question? Parfaitement bien. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Patricia Conti, Luxembourg Space Agency. J'aimerais connaître un peu le point de vue des assureurs sur quelque chose qui est déjà arrivé avec Northrop Grumman et qui va, je dirais, advenir un peu plus maintenant souvent. C'est tout ce qui est service en orbite et notamment extension de vie de satellites opérationnels ou encore opérationnels et en passe de devenir non opérationnels. Comment vous voyez ça? Peut-être d'ailleurs avez-vous déjà été impliqué dans les missions, les deux, je dirais, missions Northrop Grumman qui ont fait ça. Parce que là, il y a, je dirais, un rendez-vous en orbite entre deux objets spatiaux. Donc un qui va venir faire le service et l'autre qui est toujours opérationnel. Et en général, on demande à ce qu'il y ait une continuité des opérations. Donc comment vous voyez ça d'un point de vue de l'assurance et le partage des responsabilités notamment? Merci. Oui, donc ça c'est un type de service en orbite qui est déjà effectivement réel, c'est-à-dire qu'on a déjà des services en orbite avec un remorqueur de satellite qui va venir s'attacher par exemple à un satellite qui est arrivé en fin de vie à cause de ces ergols qui sont arrivés à épuisement, alors que
toute la charge utile continue de fonctionner et que les panneaux solaires fonctionnent, etc. Donc on va rallonger la durée de vie et ce remorqueur va effectivement remplacer le système de propulsion du satellite principal pour continuer à opérer la mission pendant 1, 3 ou 5 ans. Ça, ce sont des opérations effectivement spécifiques, tout à fait assurables. Alors, je ne peux pas commenter sur le fait qu'on les assure déjà ou pas, vous comprendrez bien, mais c'est effectivement des opérations tout à fait assurables. On peut assurer le remorqueur, on peut assurer le client final et on peut assurer l'ensemble des opérations sur le stack. Donc c'est voilà, c'est effectivement un peu plus risqué que d'habitude, mais par rapport à une nouvelle fusée, bon voilà, ça reste tout à fait assurable. Bonsoir, merci pour la présentation. Si on prend votre cas personnel, quand vous êtes arrivé dans l'assurance, quelles étaient les compétences que vous n'aviez pas eues lors de votre formation initiale et comment vous les avez acquises? Oui, alors j'avais une formation ingénieur que j'avais appliquée dans le monde de l'industrie spatiale. Et par contre, j'avais donc dans ce milieu de l'industrie spatiale, j'avais fait de la construction de satellites et j'avais fait aussi des appels d'offres. Donc j'avais déjà cette compétence de négociation. Donc si on prend les compétences nécessaires, donc j'avais l'anglais, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, la négociation. Par contre, il me manquait le droit. Voilà, donc j'avais très peu de compétences juridiques. Et je dirais, je les ai apprises sur le tas. Donc ça a pris un peu de temps à la lecture des contrats. Après, les contrats d'assurance spatiale se ressemblent. Au bout d'un moment, ils se ressemblent un peu toujours. Mais au début, ça prend du temps d'essayer de lire des clauses juridiques de contrat, de se les interpréter et de demander des supports en interne. Voilà, chez Axexcel, on est bien équipé en termes de services juridiques. Donc, on a des gens à disposition qui peuvent nous éclairer pour interpréter les clauses des contrats qui seraient un petit peu complexes. Après, dans un contrat d'assurance spatiale, ce qui fait le cœur du contrat, c'est ce qu'on va appeler les formules de perte. C'est des formules qui permettent de transformer une anomalie en indemnité d'assurance. Voilà. En fonction de ce qui est perdu, combien l'assureur doit payer. Et à chaque fois, c'est cette partie-là qui est très importante dans un contrat d'assurance, qui est très spécifique au satellite, très spécifique au client, et qui doit être très très clair, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour indemniser un sinistre. Après, il y a beaucoup de clauses qui sont autour de ça pour faire en sorte que le contrat fonctionne, mais ces clauses ont été pas mal rodées par le marché, donc à nous de bien les comprendre pour les assimiler et les interpréter, mais on n'a pas besoin de les réécrire tous les jours. Voilà. On se resserre quand même de clauses de contrats existants qui ont été validées par de nombreux juristes avant nous. Merci. Bonjour. Petite question liée aux débris spatiaux auxquels vous faisiez référence un peu plus tôt. Dans quelle mesure les risques de collision impactent votre métier? Est-ce qu'ils sont aussi élevés qu'on en parle parfois et qu'on voit dans un certain nombre de films? Ou est-ce que ça reste pour l'instant très limité et que ça reste, disons, plus une perspective qu'une réalité aujourd'hui? Il faut savoir que dans le monde de l'assurance spatiale, on a déjà des cas d'assureurs spatiaux qui ont arrêté d'assurer les risques en orbite basse à cause du risque de débris. Donc ça reste quand même un point qui est important et qui est un point, je ne dirais pas qui empêche les assureurs de dormir, mais voilà, qui nous fait réfléchir. Après, nous, on s'est équipés pour être capable, comme je l'ai mentionné, d'estimer une probabilité de collision. Et aujourd'hui, sur beaucoup de satellites en orbite basse, cette probabilité de collision, elle reste inférieure à la probabilité de panne intrinsèque du satellite. Donc le satellite a plus de risques de panne parce qu'il perd un composant électronique ou parce qu'il y a un événement météo solaire qu'un risque de collision. Mais depuis 1 ou 2 ans, on voit de plus en plus d'anomalies
dont on suspecte qu'elles sont causées par une collision avec une micrométéorite, que ce soit d'ailleurs un LEO ou un GEO. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive à se convaincre que la tarification qu'on fait et que les primes qu'on reçoit sont suffisantes pour couvrir ce risque-là, ce qui est notre objectif de mutualisation de portefeuille. Mais on surveille de très près ce point-là, parce qu'on pense que très rapidement, ça peut engendrer des collisions qui pourraient potentiellement être graves. Ce qu'on s'attend, on est un marché proactif, donc on essaye de faire tout ce travail-là en amont. On est aussi un marché réactif, y compris pour le risque de collision. Donc je pense que le jour où il y aura une collision avec un satellite assuré, là, il y aura un réveil de beaucoup de monde et qu'il va se passer beaucoup de choses sur le marché. Voilà. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on aura mis en place les mesures dont je parlais pour essayer de réduire ce nombre de débris. Merci. Deux questions. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous ne prévoyez pas déjà, je sais pas, de favoriser une société ou de donner des primes à des sociétés qui vont créer un satellite pour nettoyer ça? Vous aviez déjà parlé du nettoyage, mais je ne sais pas, est-ce que vous n'aidez pas de manière proactive par rapport à ces événements-là? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, comment vous envisagez, bon, actuellement, il y a des conflits sur Terre, il y a des conflits en mer et sous la mer. Comment vous envisagez le futur dans lequel on pourrait avoir des gens qui envoient des satellites ou un État qui envoie des satellites, je veux dire, prédateurs pour détruire d'autres satellites, les réseaux Internet qui passent par là et tout ça? Comment vous envisagez ça et vous prévoyez ça? Merci. Oui. Alors, sur le risque de collision, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'assurance de financer des projets. Donc, c'est des projets très importants pour nettoyer l'espace. On voit la difficulté. J'ai pas dit spécialement financer, mais aider à ça. Je veux dire par des primes plus intéressantes ou des choses comme ça, mais pas financer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, une prime plus intéressante. Donc il y a cette notation, voilà, qui arrive, on va voir si elle est réaliste pour essayer de quantifier, de noter en fait le risque pour chacun des projets à lancer. Quelle est sa probabilité de générer de nouveaux débris ou pas. Nous, on préfère agir, et on travaille beaucoup avec les agences spatiales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour essayer de réfléchir aux guidelines, aux règles qu'il faut mettre en place pour limiter le nombre de débris. On pense que notre retour d'expérience en tant qu'assureur, qui voyons tous les projets assurés mondiaux, est plutôt dans cette phase-là, et essayer de redonner auprès des agences qui vont après suggérer des solutions au monde politique, des choses concrètes pour essayer de voir dans quelle direction il faut aller pour limiter le nombre de débris. Agir sur la prime, c'est un peu compliqué. Vous l'avez vu, on est 30-35 assureurs dans le monde. Sur un satellite donné, on n'est pas tout seul. Donc au final, si nous on fait plus cher ou moins cher juste parce qu'un projet va générer plus ou moins de débris, voilà, il n'y aura aucun incentive parce qu'on sera remplacé par quelqu'un d'autre. Donc notre action elle va être plutôt dans le retour d'expérience. Ensuite, sur la militarisation de l'espace, c'est quelque chose qui est dommage, effectivement, c'est une tendance que tout le monde voit venir, y compris en France, parce que la France se prépare à ça en préparant des instances pour s'occuper de cette problématique. J'espère bien que ça n'arrivera pas. Après, dans l'assurance spatiale, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acte de guerre. Le jour où il y aura un risque réel de guerre dans l'espace, je pense qu'il faudra qu'on fasse un produit d'assurance spécifique pour ça. Comme ce qui se fait dans le marché aviation, dans le marché de l'assurance aviation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Je pense que nous allons alors conclure cette soirée. Donc déjà, un grand merci, Monsieur Bousquet. Je ne sais pas si Eric voulait redire un petit mot.
Un grand merci pour cette conférence qui a été vraiment très très intéressante, qui nous a permis de découvrir le domaine du spatial d'une autre façon. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement l'habitude. Merci à tous pour vos interventions, vos questions, pour ces échanges qui étaient vraiment très intéressants. Et je vais redonner le micro à Monsieur Chirard s'il souhaite redire un petit mot. Voilà, je voulais dire merci encore à Denis Bousquet, ça nous a fait vraiment plaisir de l'avoir ici. On n'était pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de questions. Le streaming marchait, il y avait plus de 80 personnes qui étaient là. Ils avaient qu'à être là plutôt que de ne pas être là, c'est dommage, ils auraient vu Denis in vivo, ça aurait été pas mal. Moi j'avais juste une question de total naïf, parce que ça me perturbe un peu. Ce type d'assurance, ça échappe aux règles d'actuariat habituelles, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi ? Aux règles d'actuariat, c'est-à-dire les règles d'actuariat qui permettent de calculer les probabilités, etc. C'est effectivement un petit peu complexe. On a trop peu de données pour appliquer les règles habituelles d'actuariat. Donc ce qu'il faut, c'est un grand mélange d'actuariat et d'ingénierie satellite pour arriver à trouver des probabilités qui font sens et qui sont réalistes pour nos risques. Donc voilà, donc il y a encore plus que dans d'autres domaines de l'ingénierie spécifique au métier qui vont être rajoutées à des notions générales d'actuariat. Merci beaucoup. Juste pour votre information, la prochaine conférence du cycle aura lieu le 7 février, si je me souviens bien. Oui, le 7 février, nous accueillons Patrick Baudry, donc ancien pilote de chasse et ancien astronaute, dans ce même amphithéâtre. Donc ça sera à 18h ou 18h15, j'ai un doute. Je vous invite à consulter notre site internet avec tout le cycle de conférences, que ce soit les conférences pour Sciences Saturne ou même d'autres conférences plus générales qui peuvent également vous intéresser, effectivement. Et puis nous en aurons encore d'autres. Voilà, en tout cas, pour ma part, je vous remercie tous pour votre attention, votre présence. Encore un grand merci à Monsieur Bousquet et puis une excellente soirée à tous. Bonsoir à tous.